Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art, à la bande dessinée et à Monsieur Coyote. Mon Coyote, Merci. comment vas-tu? Je vais très bien puisque je suis avec toi. Mais écoute, c'est pas mal. Alors, on a eu plein de lieux pour faire des émissions avec toi. Aujourd'hui, Oui. on est dans une galerie, j'allais dire quasiment une galerie d'art. C'est une galerie d'art, autant pour ce qu'il y a sur les murs que pour ce qu'il y a par terre. Tout ça, ça n'est pas de la moto stock, comme on dit, c'est de la moto transformée, bidouillée, mais faite par des constructeurs professionnels. Et du coup, les gens qui achètent ça, ce sont des motos homologuées. Mais des motos qui ont déjà une gueule et une âme. Et ouais, on n'est pas loin de l'œuvre d'art, vraiment. Alors juste, tu le disais, sur les murs, on retrouve évidemment ces œuvres d'art à toi. Oui. Hein, la patte Coyote qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années pour les motos à peu près. Oh, c'est même plus Plus que que ça. ça. Oui, oui, 20 ans, c'est l'anniversaire de Little De Kevin. Little Kevin. Et les motos, t'en faisais avant alors? Mais ma carrière, oui, a commencé avec déjà des motos avant Little Kevin et je dois avoir 25 ans de carrière, je ne sais plus exactement. Ah oui, c'est pas mal. Et oui, oui, un peu moins de 25 ans, oui, oui. Mais une grande fierté, vraiment. J'avais pas anticipé tout ça et j'en suis assez fier maintenant. Mon Coyote, quand tu vois des belles cylindrées comme ça, il y a toujours un vrai plaisir, allez, j'allais dire quasiment charnel, à découvrir ces belles bestioles. Alors le plaisir charnel, il est à les dessiner. Le plaisir charnel, il est à rouler dessus, mais c'est vrai qu'il y a d'abord un plaisir esthète à les regarder. C'est une histoire de proportion, c'est une histoire de forme, de matière. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très dur à dessiner une moto. Je n'en fais jamais, voire rarement en dédicace, parce que ça prend du temps, bêtement, même à dessiner très vite. Et c'est vrai qu'une moto, tu as autant le noir du vernis que du noir mat, que le noir de cuir, puis le chrome, puis de l'aluminium poli. Bref, vraiment beaucoup de matière et des tas de boulons, de petites vis à droite, à gauche. Donc dessiner une moto, c'est quand même un gros boulot, mais c'est un pur plaisir. Je trouve ça beau. Alors pourquoi faudrait peut-être en parler avec un psy, mais en tout cas, je trouve que ce sont de véritables œuvres d'art, c'est Bon, vrai. tu ne rêves jamais que tu fais l'amour à ta moto. Ah non, non, non. Justement, voilà. Ou sur ta moto. Non, et j'ai jamais comparé non plus une fille à une moto. Non, non, une moto, c'est certain. Alors là, c'est des Harley, hein. À la limite, on va dire Ouais. le cheval du cavalier, du chevalier, pourquoi pas. Oui, mais donc oui, uniquement Harley, c'est pas une histoire d'intégrisme, c'est que c'est le moteur qui me paraît le plus beau. Qui a en plus cette petite histoire que j'aime bien. Il y a le mythe Harley, il y a toute la légende qui va avec. Et ça va de Easy Rider aux Hells Angels, de tout ce rêve californien. À l'époque, les Américains avaient le California Dreaming. Et nous, on avait le rêve américain. Voilà, en gros. Et moi, j'ai le rêve californien. Et c'est vrai que Los Angeles, à moto, cheveux au vent, ça me faisait rêver quand j'étais gamin. Pourquoi? Sûrement parce que c'est ma génération, que c'était à la télé des gens qu'on voyait avec des cheveux longs, des barbes et qui se disaient rebelles. Ça m'a plu, je voulais être ça. Mais Coyote, lorsque tu, on dit quoi, pilotes ta Harley. Piloter, Allez, oui. pilote ta Harley. Est-ce que tu penses au dessin ou à la bande dessinée, ou alors lorsque tu dessines, tu penses à ta Harley? Est-ce qu'il y a peut-être les deux finalement? Ah, drôle de question. Je pense surtout à regarder où je vais en fait. C'est à partir du moment où je suis un peu plus sur une autoroute. Dès que je suis en ville, je suis concentré, elle devient une partie de moi, une extension de moi. Mais c'est moi qui la pilote, voilà, et c'est moi qui la dirige, mais elle est quand même un petit peu une extension. Un jour, je vais faire un petit aparté, mais un jour j'ai eu l'occasion d'aller tirer avec des gros flingues dans un centre de tir, jusqu'avec du Desert Eagle, c'est du gros calibre, 50 AE. Bref, on a bien compris, j'ai bien compris ce jour-là qu'il y avait un côté qui mord, que c'est quelque chose de dangereux, il faut respecter les consignes, et clac, vider, reposer, bref, il y a vraiment un côté qui mord. Et juste après cette séance de tir, je suis monté sur l'Harley qu'on m'avait prêté, c'était assez loin, et je repars et j'ai pris conscience que l'Harley c'était aussi une extension du corps, mais comme un flingue, il y a vraiment un côté dangereux à tous les niveaux. On peut autant se faire très mal à soi que faire très mal à quelqu'un. Ben ouais, c'est pas parce que c'est looké et rock'n'roll qu'il faut en oublier d'être vigilant. Donc non, rouler en picolant non, et trop penser à autre chose ou à des BD,
faire mon prochain scénar tout en roulant, non. Par contre, c'est vrai, donc autoroute ou quoi, il y a des musiques qui me viennent en tête et c'est vrai que récemment j'avais découvert les Sons of Anarchy et chouette série très intéressante, mais après avoir regardé une ou deux saisons d'affilée, une nuit, le matin j'ai pris mon Harley ou le début d'après-midi je suis allé faire un tour, j'avais la musique de la série en tête et je me sentais beau et fort. Bon, mon coyote, on va se quitter quelques instants. On va aller découvrir un auteur devenu incontournable, Monsieur Corbeyran, pour une série aussi incontournable, Le Chant des Striges, aux éditions Delcourt. C'est parti. C'était au milieu des années 90, aux alentours de 95-96, quand avec Richard, on trouve un livre sur les quais de bord de Seine qui s'appelle le Contact and Inducement et qui est un livre de Peter Mackenzie, qui est donc une espèce de livre pseudo-scientifique qui met en avant une espèce de race ornithomorphe qui gouvernerait le monde, qui gouvernerait le destin de l'humanité. Donc ce livre est en anglais, il est absolument risible, c'est un livre pseudo-scientifique, c'est une théorie à la noix et donc ça nous fait beaucoup rire et on s'en sert de base pour écrire le premier tome du Chant des Striges. En fait, quand on crée le Chant des Striges, notre grosse envie avec Richard, c'est de créer un univers, un petit peu à la façon de Howard Philip Lovecraft et ses grands anciens, une espèce de toile de fond. À laquelle on ferait référence constamment et qui servirait d'écrin à tout un théâtre d'action et de rebondissement. Dans les Striges, donc les héros vont prendre conscience du phénomène et vont aller jusqu'à la rencontre de ce phénomène et vont rencontrer des Striges. Donc on est un petit peu sur ce terrain-là, c'est-à-dire que les héros sont à la place des lecteurs. Donc il y a une espèce de choc à la découverte de ce phénomène. Et les protagonistes, qui sont l'ombre et Kevin Livek, vont nous entraîner dans la découverte de plus en plus précise de ces créatures ailées. Le mot n'est pas inventé, donc c'est un mot grec. C'est un mot grec qui définit une espèce de créature ailée qui est plutôt de genre féminin et qui vole la vitalité des nourrissons et des jeunes gens. Voilà, donc quelque chose qui épuise l'être humain en définitive. Donc nous, on a étendu un petit peu ce concept-là à des créatures qui soufflent le destin à l'être humain. L'idée, c'est ça, c'est-à-dire que quand on retrouve les lecteurs, une fois qu'ils ont lu le Chant des Striges, ils ne savent pas si on a tout inventé ou si quelque part il y a une petite part de vérité, parce qu'on se sert aussi beaucoup d'éléments, d'éléments de l'histoire, de la technologie. Donc on mêle les Striges à la destinée humaine pour créer une espèce d'atmosphère un petit peu de complot et de mettre les choses en perspective de manière à ce que les gens se disent ouais, finalement c'est tout à fait envisageable. De retour ici à la galerie ATS à côté de Bastille, on est entouré de sacrés Harley Davidson, des belles bestioles et la plus belle, Monsieur Coyote. Non, plus belle bestiole. Non, j'ai mis effectivement mon poil d'hiver, mais je ne pense pas être la plus belle des bestioles. Bon, en tout cas, t'es bien au chaud avec ta barbe, hein, mon Oui. Coyote. On le disait, Little Kevin a 20 ans. Oui. Est-ce que tu t'en rends compte? Non, je m'en suis rendu compte quand j'ai réfléchi et que j'ai commencé à calculer. Je me suis dit, mais oui, ça va faire 20 ans que la série existe. Donc c'était octobre 91 dans Fluide Glacial, la naissance, l'apparition de Little Kevin. Et le premier album, le tome 1, ça a été en juin 93.
Donc voilà, on va pouvoir fêter l'anniversaire pendant 3 ans en gros. Oui, c'est pas mal. 2 ans, allez. Mais ouais, ça fait, c'est pas que ça fasse un choc, sur le coup ça fout un coup de vieux. Et finalement après mais ouais, vraiment beaucoup de fierté de se dire, mince, j'ai tenu sur le long terme. Je ne m'étais pas posé la question au début quand j'ai démarré ma carrière. J'étais déjà heureux de vivre, ou de vivoter de ce que je faisais, puis après d'en vivre et même de payer des impôts. J'étais heureux de payer des impôts finalement. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il est question de toujours faire le buzz pour faire l'actu, pour faire parler de soi, c'est important. Et je me suis dit, la semaine dernière, tu vois, je réfléchis tous les jours, je me suis dit, mais ouais, ça fait 20 ans que je fais le buzz au moins tous les ans. Ouais, grande fierté. Quel est le rapport, et il y en a évidemment, entre ton fils, la naissance de ton fils, et puis la naissance de Little Kevin? Ça s'est fait quasiment instantanément? Alors, ça a germé depuis longtemps. Autant mon envie de bébé, c'est ce que je raconte dans le livre qui sort. Et, voilà. Très personnel, hein. Pas un artbook, mais un bouquin historique, bilan, où j'explique, je remets un petit peu les pendules à l'heure et oui, je me livre un petit peu, je raconte. Mais donc, Little Kevin, c'était Kevin, mon fils, quand il avait 2 ans et demi, 3 ans. Je commençais à dessiner des gamins bien avant qu'il arrive. Je pense que oui, voilà, j'en ai même parlé à l'instar de la chanson de Renaud, chanson pour Pierrot. Mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Allez, viens mon Pierrot, je t'ai trouvé une maman. Et ben, c'était tout à fait ça. En 82, j'ai épousé la mère de mon fils et on a mis du temps à le faire, mais quelques années après, voilà, arrivé Kevin, mon fils, et que j'aimais tellement et à ce point que j'ai eu envie c'était pas d'en faire un acteur BD, c'est ce qui s'est passé, mais j'avais simplement envie de l'encenser, de le dessiner pour dire aux gens, regardez comme il est beau et ouais, même à vrai dire, je me posais même pas la question. Il est beau, je le dessine et voilà. Et du coup, de Kevin, mon fils, j'ai fait un personnage. Donc l'histoire germait sûrement dans ma tête depuis un petit moment. Mais donc c'était à l'époque de Fluide Glacial, j'avais commencé en 90. J'avais fait un personnage qui s'appelait Bébert, clochard et philosophe. 3 histoires. Et Delpierre, le rédac-chef de l'époque, m'a dit, écoute, t'aimes dessiner les Harley, on dessine toujours mieux ce qu'on aime. Fais-toi plaisir, fais-nous des Harley pour Fluide. Sympa. Ne refais pas Mammouth et Piston, il a déjà sa place dans la presse biker. Crée-nous un personnage pour Fluide avec des Harley. En 30 secondes, l'idée était là. Bah écoute, c'est l'histoire d'un gamin qui s'appelle Kevin, qui a une petite moto à lui et des parents bikers et qui est très cool. Et il m'a dit, bah vas-y, roule, fais. Et voilà. Et j'avais fait la première histoire, 3 petites pages. Et c'était à ce point que ça s'écrivait au fur et à mesure comme ça. J'envoie les pages à Delpierre, donc notre fameux grand Boina et grand couillu, chef vénéré de l'époque, à Fluide Glacial, en tout cas notre réunificateur. Et il reçoit les pages et il dit, bah ouais, c'est génial, et la mère, elle est géniale, et comment elle s'appelle? Tiens, je ne m'étais pas posé non plus la question. Comment s'appelle ta femme? Il me dit Sophie. Et ben voilà, elle s'appellera Sophie. Donc, autant j'ai dessiné mon fils Kevin, autant la maman, ça n'est pas mon épouse et moi, je ne suis pas chacal. Je l'ai fait foncièrement différent de moi et en même temps, j'ai un peu joué sur coyote, chacal, c'est un peu le même animal. Ça change juste de pays. Il y en a un, c'est Amérique du Nord, l'autre, c'est l'Afrique. Et j'ai joué là-dessus, mais en le faisant quand même blond avec un gros nez, alors que j'ai un grand nez pointu. Bref. Et ben, sûrement pour ce côté aussi, je voulais qu'il soit mon alter ego, sans que ce soit moi qui me raconte. Voilà. Alors, ce qui moi, m'a toujours étonné, c'est que souvent les gens ont une image de ceux qui ont des Harley ou des grosses motos, alors un peu sauvages. C'est vrai, ça peut arriver. Mais bon, pas forcément intéressé par la famille, ou pas forcément intéressé tout simplement par les autres. Et là, c'est tout le contraire. Little Kevin, c'est des personnages complètement atypiques, mais qui ont un cœur énorme. On va dire que c'est une famille normale, mais qui vit sur le thème rock'n'roll. Et en fait, c'est là que tu peux te tromper au début quand tu dis on voit tel et tel schéma dans un biker, etc. Un biker, si tatoué, si gros soit-il, il fait caca aussi. Et des fois, il a une maman, même très souvent. Et ça arrive quelquefois qu'il ait aussi une épouse, qu'il ait des enfants et qu'il ait des galères comme tout le monde et des factures à payer
encore plus parce qu'il y a les traites de la moto. Ça coûte cher une Harley. Bref, mais voilà, ce sont des gens finalement rock'n'roll, mais qui vivent une vie normale. Et c'est peut-être, alors avec l'analyse du temps, ce qui a fait la force de la série, c'est qu'on peut se reconnaître en eux, mais on a envie quand même de rêver leur vie et on a envie peut-être d'avoir ce petit plus rock'n'roll. Moi, je l'ai. je vis ça aussi au quotidien. Alors j'ai l'impression aussi que l'une des grandes forces de cette série, qui dure depuis plus de 20 ans, c'est évidemment Little Kevin, mais c'est une multitude de personnages annexes que tu as créés. Tu te souviens, enfin évidemment il y a les parents, mais tu as rajouté des personnages de temps en temps. Comment ça se crée un personnage? C'est des rencontres, c'est des choses, c'est du vécu, Dans ma tête, je fais souvent un casting. Alors après, sur papier, ça va aller assez vite. Mais c'est plus flagrant avec les voisins du 109, justement, où là, il n'y a pas qu'un héros ou une famille. Tous les personnages sont des héros. Et du coup, j'avais fait les dessous des voisins pour montrer comment je fais un casting. Mais en fait, un casting pour des personnages, à un moment, c'est juste partir dans le stéréotype qui va parler au plus de monde possible. Quand j'ai dessiné, quand j'ai créé la belle-mère, la grand-mère de Little Kevin, eh ben, je voulais qu'elle ait été belle puisque sa fille est belle. Il fallait que socialement je la marque, donc ça a été avec peut-être un peu de double menton parce qu'elle s'est laissée aller, mais parce qu'il faut avoir les moyens aussi de manger. Et socialement marqué avec quelques bijoux, bracelets. Et puis oui, le temps qui passe et donc un peu de rondeur, voilà. Mais c'est aller vers le stéréotype. Il faut que le corps, la gueule d'une personne disent son vécu. Et en plus, il y a ce premier regard qu'on peut avoir des gens dans la rue, ou un biker qui fait peur, et on pense que toute sa vie, c'est un biker qui fait peur. Mais non, le soir, quand il va faire une bise à sa maman, qui est à l'hôpital, ou qui va retrouver son gamin et qui fait le con avec des jouets par terre, ben, c'est plus un gros biker méchant. Et du coup, pareil pour des gothiques qui peuvent avoir un côté sataniste dans la rue et les vieux qui commencent à s'inquiéter. Oh, d'ailleurs, j'ai vu un joli t-shirt à Londres pour des goths où c'était « Ne riez pas, nous sommes les hommes qui feront les lois de demain ». Mais donc voilà, le gothique, si cloué soit-il ou métalleux, peu importe, des looks repoussants pour des gens bien pensants, finalement, sont des êtres humains aussi comme tout le monde et avec leur sensibilité, leur faiblesse, leur déchirure, leur trauma, leur passé. Et donc, ouais, faire un casting, c'est arriver sur le visage d'une personne à dire son vécu. Et c'est vrai que donc, dans Little Kevin, évidemment, il y a Kevin et ses parents, mais il y a toute la bande de bikers amis de Chacal et d'autres gens qui viennent s'y fixer. Autant le voisin un peu coincé qui veut les dénoncer parce qu'il s'amuse avec des flingues à billes, et autant que d'autres, voilà. J'aime l'être humain et j'aime ce jeu de caractère et j'aimerais mettre un CH à caractère. C'est en anglais, caractère, c'est un personnage. Ouais. Les personnages de Disney, c'est les characters avec CH. Et du coup, j'aime bien trouver le caractère d'une personne, c'est le personnage qu'il peut dégager. Coyote, on va se quitter quelques instants. Encore oh. Ah oui. Ah mais c'est bien, tes reportages, je les adore. Voilà. Alors, avec un jeune homme, Art Spiegelman, Oh là. qui est le président cette année du festival d'Angoulême. C'est parti. Et oui, c'est bien lui. Art Spiegelman, le roi de l'underground US, sera le président de la 39e édition du Festival international de la BD d'Angoulême. Un festival qu'il connaît bien puisqu'il lui a été décerné l'an dernier le Grand Prix de la ville d'Angoulême. Et pour l'occasion, l'auteur du monumental Maos, la seule BD au monde à avoir été distinguée par le prix Pulitzer, rien que ça, nous a paru honoré, toujours cynique, mais honoré et consciencieux. C'est un grand honneur, mais aussi beaucoup d'emmerdes. Tell us about the honor. C'est un grand honneur car depuis plusieurs dizaines d'années, la France, et plus particulièrement Angoulême, est la capitale de la bande dessinée, mis à part Tokyo peut-être. La seule chose qui m'effraie, c'est que je suis devenu ami avec beaucoup de dessinateurs français et il semble que tous ceux qui ont été présidents du jury sont ensuite tombés dans une sorte de trou noir. Et maintenant, je vais visiter le trou noir avec les autres présidents. Il était tentant de marcher sur les traces de Robert Crumb, mais comme vous le savez, après sa présidence, ils avaient décidé de ne plus jamais confier cette tâche à un Américain.
et j'ai été un peu ennuyé que cette promesse ne soit pas respectée. Mais maintenant que j'ai accepté cette tâche et que je m'y suis attelé, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Ce sera donc le deuxième président américain du festival, 12 ans après son éminent et beaucoup plus discret ami Robert Crumb. Et pour l'occasion, Monsieur le Président nous a livré l'affiche du festival et du coup l'esprit de cette 39e édition très portée sur l'international. J'ai été très enthousiaste à l'idée de voir mon affiche dans Paris et qu'elle soit exposée dans le métro. C'est particulièrement important pour un dessinateur. Mais je n'ai pas non plus travaillé de façon obsessive et compulsive. Il fallait faire des affiches horizontales pour le métro, il fallait en faire d'autres, des verticales pour les fenêtres de la Fnac. Donc j'ai réalisé cette composition en plusieurs modules, ce qui me permettait de la penser en amont et de la disposer de différentes façons. La chose constante, c'est le Spiegelman avec le masque de Maus qui lit un iPad. Ça représente le pont entre les différents siècles que nous traversons. Cette année, 58 albums en compétition, dont les excellents 3 secondes de Marc-Antoine Mathieu, Portugal de Cyril Pedrosa, Chronique de Jérusalem par Guy Delisle ou encore Paulina de Bastien Vives. Pour vous, je sais pas, mais nous, on a très hâte d'y être. On va conclure cette émission d'un monde de bulles entièrement dévouée à Monsieur Coyote. Dédié, ça ira. Et non, c'est pas la 3e émission déjà? Si, je pense. Hein. Si, bon là, je fais juste fil rouge. Je viens de discuter avec un vieux pote des reportages, il était pas mal celui sur Spiegelman. J'aime beaucoup Monsieur Spiegelman. Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais de le croiser. Ouais, j'aime beaucoup. Dis donc, Coyote, Oui. alors je le disais, on a la galerie ATS, Oui. plein de motos. Alors, il y a 2 motos blanches qu'on verra à l'écran, Oui. mais généralement les Harley, c'est plutôt le noir et le chrome. Et alors toi, dans tes albums, ça pète de la couleur. C'est vrai. Comment ça se fait? C'est ta rencontre. Enfin, tu m'avais parlé de cette dame extraordinaire qui était la coloriste, je crois. Josette Beaujeau. Ah, voilà. Ah. Josette Beaujeau. Mais dans mes albums, non, ils sont noir et blanc au début. Puis Eh oui, finalement, au début. les couleurs sont arrivées. Et de toute façon, oui, la couleur, faut que ça pète. Je dois avouer que j'aime les couleurs que peut faire Juanro Guarnido dans Black Sad. Eh Ça, oui. c'est magique et magnifique. Mais ça n'est pas quelque chose qui aurait convenu à Little Kevin. Little Kevin, c'est un peu pétard flashy, voilà. Ouais. Et donc, ouais, des couleurs flashy. Et tu disais, oui, Harley est souvent noir, mais c'est un peu récent. C'est un peu la nouvelle tendance depuis quelques années chez Harley de faire de la moto noir mat. J'ai l'impression, en toute modestie, d'avoir inventé le noir mat. Ouais. La mienne, c'était il y a 15 ou 16 ans. Eh oui. Et quand j'étais allé voir un ami, je pense qu'on était allé voir Picasso, Exactement, Odyssey ouais. Color, à Toulouse. Et quand j'ai demandé, je veux que ma moto soit noir mat, il m'a dit, je peux pas te faire ça. Et je dis, bah si. Et il m'a dit, ah non, allez, un noir satin éventuellement. Non, non, noir mat. Bref, aujourd'hui, il y a des motos stock qui Bien sortent sûr. directement avec du noir mat. Et donc, c'est un peu la tendance actuelle. Et c'est vrai que ça donne une certaine noblesse à la moto. Les années 70 ont été la période de la psychédélie sur les réservoirs. Années 80, ça continuait à grand renfort d'aérographes. Mais par exemple, sur mes premières motos, enfin 125, j'avais un 125 Chopper, grande fourche. Et je faisais moi-même mes peintures. Mais au bout d'un mois, je me lasse. Du coup, noir mat, on ne s'en lasse pas. Bon, mon cher Coyote, on a parlé des 20 ans. Oui. Est-ce que quand tu te dis 20 ans, tu te dis un peu de nostalgie ou alors tu te dis vivement les 20 prochaines années justement? Eh ben, à l'époque, de la même manière que je ne me suis même pas posé la question de savoir si j'allais tenir 20 ans, mais même physiquement, si j'allais vivre, quoi. Et là, les 20 prochaines années, mais là, je préfère pas y penser parce que je me vois avec, si je suis vivant, avec une barbe blanche, une canne. Eh, ça tirait bien la barbe blanche comme Oui. Gandalf dans Oui, le Seigneur des j'y Anneaux. reviendrai peut-être à la laisser pousser. À l'époque que je l'avais un peu à la Zizi Top. Eh ouais. Avec les ans, le poil blanc et la sagesse, peut-être, ou pas. Eh ben, on verra pour ce qui est de la barbe. Mais en attendant, ouais, non, je ne m'inquiète pas de tout ça. J'ai juste envie que ça continue comme ça. Mais alors, justement, tes j'aime ma univers, vie. on les connaît et ça arrive que des auteurs comme quoi
parfois, une fois, aille sur un univers totalement décalé. Je sais pas, est-ce qu'on pourrait voir un jour Coyote sur un polar ou sur de la SF? Je sais pas, j'imagine des trucs fous. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais dans un premier temps, je n'en rêve pas. Et pour moi, la BD, il faut vraiment que je me fasse plaisir d'abord. Après, faire des dessins sur de la science-fiction, ça oui, ça m'est Parler de arrivé. l'espace, je sais pas, tu vois. Mais justement, ce sont les motos des Biker Scouts dans Star Wars. Ouais. J'arrive plus à retrouver le nom de ces motos. Quand ils sont dans la forêt, là, Oui, Ouais. les speeder bikes. Les Voilà, speeder bikes, ouais. des motos qui tiennent en lévitation, ça m'a vraiment fait rêver. Et j'en ai dessiné une pour une carte de vœux un jour. Mais c'est vrai que même dans les couvertures de Freeway, à l'époque j'ai fait, pendant 8 ans, la couverture du magazine Freeway. Et on m'a envoyé une photo de moto, d'une Harley en règle générale. Et j'y posais une pin-up ou n'importe quoi qui pouvait être en harmonie avec la moto. Et donc j'ai déjà fait un Stormtrooper, avec un chestbuster, le alien qui lui sort du torse. J'ai fait un alien en short et basket en train de faire comme ça. Bref, il y a eu des moments où je me suis fait plaisir. Mais de là à faire toute une BD d'anticipation, alors ce qui est certain, c'est que oui, l'humour c'est mon sacerdoce et j'aime ça tout simplement. Mais tu ne me verras jamais dessiner une BD qui commence par un viol et qui finit par un meurtre. Ah non, non, il y en a déjà plein les journaux, il y en a plein à la télé et les Pierre Bellemare, etc. J'aime bien comme émission, mais ouf, ça fait mal au ventre, ça remue à chaque fois. Et moi, faire quelque chose comme ça, non. Je pense que j'irai plus un jour vers, sans parler de BD, mais au moins de l'illustration érotique, parce que j'aime ça aussi. Et qu'on en avait même parlé avec Loisel, un jour faire un bouquin à deux d'illustrations érotiques, voire plus, histoire de traverser l'Atlantique et d'aller aux États-Unis se vendre, juste comme ça. Moi, Little Kevin aux États-Unis, il ne faut même pas y compter. Les Américains sont très Marvel, DC Comics, tout ça. Sûr. La BD, déjà en cartonné, c'est pas leur truc, ils connaissent sans plus. Mais quand tu penses que même au Québec, qui parle français, même peut-être plus vieux français que nous, ma BD Little Kevin est trop franco-française. C'est vrai que des véhicules dans la rue, des immeubles, ça connote une BD. Bien sûr, ouais. Et donc, des fois, je me suis demandé, pourquoi pas faire ou un polar, justement, aller road movie aux États-Unis. Je sais pas, c'est pas mon truc, non, j'aime bien Friends, j'aime bien les histoires courtes qui en font une longue à la fin. Et ouais, j'ai besoin de rire, de sourire, éventuellement de pleurer, mais des larmes agréables, de celles que tu as quand tu regardes Les Maçons du Cœur, ou à la fin, les pauvres qui avaient un bébé malade et tout d'un coup ils ont une maison et des sous. Incroyable. Et là, tout d'un coup, on a des larmes chaudes qui viennent aux yeux. Et éventuellement, j'aime bien tirer ces larmes-là aux gens, mais arriver à faire rire, ça c'est dur. Et en premier, d'abord me faire rire. Bon, Oui, et ben voilà. on peut dire que ça va comme ça. Cool. Merci mon coyote. Merci à toi. Et puis à bientôt encore pour d'autres aventures. Hein. D'ici un an pour faire la 4e. Ouais, voilà. En tout cas, oui, il y aura Little Kevin 10 en 2012, Eh ben voilà. obligatoirement. On se revoit. Évidemment, c'est la fin donc de votre émission Un monde de bulles. Toutes les infos, vous les connaissez. Mais je vais vous les redonner quand même, on ne sait jamais. Facebook pour la page de l'émission et ma page personnelle au quotidien. Plein d'infos, des photos et tout ce qu'il faut savoir sur la bande dessinée. Et tous les jeudis matins, ma chronique Coup de cœur dans le quotidien Métro. Ciao et à la semaine prochaine.